Bonsoir, voici les titres de ce journal. Au Sénat, premier tour pour l'élection du président et surprise, c'est le RPR Christian Poncelet qui devance René Monory. Le second tour aura lieu dans la soirée. Le Front National prépare les élections européennes. Enquête sur la mobilisation autour de Jean-Marie Le Pen, le président du Front National en direct dans ce journal. Certaines maladies sont dites orphelines. Il y a peu d'argent pour la recherche. Il y a cependant des malades, ainsi les enfants atteints de leucodystrophie, opération nationale de sensibilisation. Le Premier ministre marocain en France pour un appui économique et politique, M. Abderrahmane Youssoufi, est notre invité. Aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris, exposition Gustave Moreau et présentation dans ce journal. Et puis ce jeudi 1er octobre marquait l'ouverture du 100e mondial de l'automobile, 10 jours pour les passionnés de tous les âges. On attend 1 200 000 personnes à la porte de Versailles à Paris. La plupart veulent surtout faire une sorte de tour de manège à 50 francs l'entrée. Voyez le reportage de Luc Bazizin et Daniel Lévy. Avec le prix d'un ticket pour le mondial de l'automobile, le visiteur se trouve transporté devant une scène comme à Broadway. En fait, une comédie musicale dirigée par Michel Legrand qui retrace les 100 ans d'histoire de Renault. Le plus grand garage du monde prend aussi parfois des allures de fête foraine. Photos souvenirs des manèges roulants exposés pour la dernière fois du siècle à Paris. À bord de certains bolides, quelques visiteurs constatent des défauts majeurs. Ah, mais il faudrait me donner les clés pour qu'on s'amuse quand même. S'il vous plaît, les clés, qu'on aille faire un tour au moins avec. Pour lui, tout est normal, même si cet homme et son passager n'ont pas vraiment les pieds sur terre. Cette machine les fait voyager à travers le temps avec la qualité des pneus d'époque. J'ai l'impression d'avoir des bouts en bois, quoi. Je voulais sur des pavés. Mais il faut bien l'admettre, les constructeurs ne sont pas là uniquement pour distraire, mais aussi et surtout pour vendre. Les options, vous allez la voir, toutes les options qui vont Petits ou grands sont venus chercher des sensations à bord de ces bolides exposés sur 20 km de moquette. Je veux dire oui. Voilà, je viens d'apprendre que M. René Monory s'est retiré après le premier tour de scrutin au Sénat. Dans quelques instants, nous serons en direct avec le Sénat. Ce matin, c'était donc le président de la République, Jacques Chirac, qui inaugurait ce mondial de l'automobile et rendait hommage à l'industrie française. M. Chirac aura bien noté que les véhicules sont plus petits, de moins en moins polluants et de mieux en mieux adaptés. M. Chirac en compagnie de M. Schweitzer ici. Et pour saluer cette ouverture du mondial, une annonce bienvenue, la progression de la vente de voitures neuves en France, plus 33% en septembre par rapport à septembre 97. Sur les 9 premiers mois de l'année, la progression des ventes automobiles en France atteint presque 14%. Dans ce contexte favorable, le projet de l'usine Toyota à Valenciennes fait l'objet de toutes les attentions des élus locaux. Le constructeur japonais doit créer plus de 2000 postes directs, ce qui entraînera d'autres emplois de sous-traitance dans cette région. La venue de Toyota avait été annoncée en décembre 97 et depuis, les travaux avancent comme prévu. Reportage Sébastien Vibert et Dominique Bonnet. 2 millions de mètres cubes de terre déplacés sur 200 hectares. Le gigantesque chantier de l'usine Toyota doit s'achever en 2001. Pour tenir les délais, les 23 communes regroupées autour de Valenciennes ont dû payer. Rachat à prix d'or des terrains agricoles, installation de l'eau, de l'électricité, d'une voie ferrée, destruction des blocos hérités de la guerre et même détournement d'un oléoduc. Seule solution, emprunter 80 millions de francs, mais rien n'est trop beau pour l'hôte japonais. On le fait de bon cœur parce que on est très heureux d'avoir 2000 emplois à l'horizon. Je crois que c'est ce que les gens de la région attendent ça avec vraiment comme le Messie. C'est avec ce modèle, construit à Valenciennes, que Toyota tentera de séduire les riches citadins européens et doubler d'ici 2005 ses ventes sur le continent. Perspective à long terme. Shoichiro Toyoda lui-même, le numéro 1 de la société, l'affirme. Toyota est une entreprise citoyenne qui veut s'enraciner dans la cité. 9 935 dossiers de candidature spontanée sont déjà parvenus à ce bureau de la NPE. 4 salariés à plein temps mis gratuitement au service de Toyota. La promesse de 2000 emplois suscite l'espoir de communes qui comptent 21% de chômeurs. Mais pas d'embauche avant 2 ans. D'ici là, Toyota et la NPE conseillent poliment de patienter. Mais des emplois, Toyota en crée déjà indirectement. Cette société portugaise s'est installée au plus près du chantier. En janvier prochain, 63 salariés produiront des pièces en plastique pour Renault et peut-être pour Toyota.
C'est vrai que d'être présent à quelques centaines de mètres de Toyota est un atout supplémentaire pour faire partie de leurs fournisseurs. Le constructeur japonais, comme beaucoup d'autres, ne paiera pas de taxes professionnelles pendant 5 ans, secondaire pour les communes. Avec Toyota, elles ont d'ores et déjà acquis à l'étranger une précieuse notoriété, l'image d'une région d'implantation dynamique. À Bruxelles, la négociation sur le temps de travail dans les transports routiers s'est arrêtée hier sur un échec. Les syndicats parlent d'une journée noire et le ministre des Transports, M. Jean-Claude Guessot, accuse le patronat des transports routiers européens. Baisse générale des cotations boursières toute cette journée, avec quelques exemples significatifs. À Bruxelles, moins 4,38, la plus forte baisse depuis 7 ans. À Lisbonne, moins 8,5. À Sao Paulo, moins 5,3. À Francfort, une baisse de plus de 7%. À Mexico, moins 4. Baisse également à Madrid, à Amsterdam. Et à New York, à la mi-journée, c'était également un indice à la baisse. Quant à Paris, à la clôture, le CAC 40 terminait à moins 5%. On le voit ici. Alors Gérard Leclerc, c'est un signe de récession prévisible? Écoutez, soyons clairs, la récession, elle a d'ores et déjà balayé toute l'Asie avec des économies en chute de 8% en Corée ou de 2,5% au Japon. Elle a également frappé la Russie, elle atteint maintenant l'Amérique latine et aura de sérieuses répercussions aux États-Unis où la croissance pourrait être divisée par 2 en 2 ans. Alors pour l'Europe, cela fait autant de débouchés en moins pour les entreprises et de centaines de milliards de perdus pour les banques. Même avec le bouclier monétaire qu'est l'euro, comment les pays européens et notamment la France pourraient échapper à cette déflagration? C'est la question que posent nombre d'économistes, relayés par l'un des leurs au Fonds monétaire international qui assure doctement, je le cite, que si ce n'est pas encore tout à fait la récession mondiale, on s'en approche clairement. Bon, d'accord. Alors au ministère des Finances et chez quelques autres experts, on veut garder ses nerfs, on fait valoir que les ménages consomment de plus belle, les derniers chiffres de l'automobile, vous l'avez dit, le prouvent, et que les entreprises investissent grâce, dans les 2 cas, à des taux d'intérêt, c'est-à-dire des crédits historiquement bas et qui pourraient encore diminuer. L'arrivée au pouvoir des sociodémocrates en Allemagne devrait y aider. Alors qui croire de Dominique Strauss-Kahn, qui fort de sa baraka parie sur une croissance de 2,7% l'an prochain, ou des instituts qui annoncent 2,4 voire 2%. Ne nous y trompons pas, derrière ces quelques dixièmes, il y a des centaines de milliers de chômeurs en moins ou en plus. Merci beaucoup. Au Sénat, c'était donc le premier tour de l'élection pour la présidence. Je vous le disais il y a quelques instants, M. René Monery, qui était battu par M. Christian Poncelet, le RPR, dès le premier tour, a décidé de se retirer. Jean-Baptiste Prédaly, vous êtes en direct au Sénat. C'est une vraie surprise quand même, non ? Oui, vous le voyez, le Sénat ménage parfois de vraies surprises. Alors René Monery avait donc été devancé au premier tour, vous l'avez dit, par le RPR Christian Poncelet, un vrai désaveu pour le président sortant du Sénat. Alors maintenant, les formations issues de l'UDF et les libéraux du Sénat tentent, en ce moment même d'ailleurs, de se mettre d'accord sur un candidat commun. Côté RPR, l'affaire aussi est jugée sérieuse. Le président du RPR, Philippe Séguin, était ici, au Sénat, il y a quelques instants. Alors la nuit maintenant risque d'être longue ici, 2 tours encore peut-être, et vous le voyez, la journée montre qu'ici au Sénat, on ne peut vraiment pas faire de pronostic. Oui, ça va être nuit d'enfer. Je retiens bien qu'il y aura sans doute un candidat de compromis, et pas forcément M. Poncelet alors. Oui, tout est possible en fait, et un troisième homme aussi peut sortir de tous les conciliabules en cours actuellement. Merci beaucoup. Préparation des élections européennes de l'année prochaine au Front National. M. Jean-Marie Le Pen a choisi comme directeur de campagne M. Jean-Claude Martinez. Cette nomination accroît l'impression de disgrâce de M. Maigret au sein du Front National. On l'aura vu récemment lundi et mardi aux abords de la Cour d'appel de Versailles. M. Le Pen avait mobilisé ses fidèles pour mieux montrer qu'il restait le patron. Reportage Mickaël Darmon et Didier Rancoeur. C'est la mobilisation des fidèles. Jean-Marie Le Pen nomme le député européen Jean-Claude Martinez directeur d'une équipe de campagne pour les élections européennes. Et que ce soit avec monsieur ou madame à la tête de la liste, un seul nom devra marquer les tournées auprès de l'électorat, Le Pen. Le président du Front National connaît la méthode. En période de crise, il compte ses proches et s'adresse à la base. Pendant son procès à Versailles, il a pendant 48 heures organisé autour de lui une présence militante. Elle est une manifestation de votre confiance dans le président du Front National. Et pourtant, cadres et militants lepénistes ne suivent plus aveuglément leur chef historique. En janvier dernier, ce sont des élus alsaciens qui décident de quitter le parti suite aux propos à Munich de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz. Avant une élection, à chaque fois comme avant les législatives, qu'est-ce qui ressort? Le détail, il va à Munich pour faire quoi? Vous discréditez le Front National parce que c'est pas possible. Nous sommes alors en pleine préparation des élections régionales et des tensions internes éclatent au grand jour. Jean-Marie Le Pen est critiqué pour sa façon jugée arbitraire de constituer des listes.
Dans plusieurs fédérations, ces tracts circulent. Des cadres se rebiffent et, fait nouveau, ils critiquent ouvertement ce qu'ils appellent l'autoritarisme de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de dire après moi le déluge? Est-ce qu'il n'y a pas là la volonté d'écarter toute possibilité pour un quelconque successeur d'accéder au pouvoir que lui n'a pas su obtenir? L'élection des présidents de région grâce aux voix des élus FN calmera les opposants. Mais la question des échéances européennes sera le prétexte d'un affrontement public entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Tout l'été, les deux dirigeants s'affrontent par presse interposée à propos de la tête de liste. Officiellement, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Mais le premier jour de son procès à Versailles, Jean-Marie Le Pen a écarté Bruno Maigret de la direction de la campagne des Européennes. Derrière les estrades, la bataille au sein du FN continue. Et si le policier Laurent doit être condamné? Monsieur Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Alors, faire campagne sans Monsieur Maigret, ça voulait dire que vous voulez rester seul maître à bord au sein du Front National? Pas du tout, j'ai toujours été le seul maître à bord, si j'ose dire, en tous les cas, à la barre. Et Bruno Maigret participera à la campagne européenne, bien évidemment, avec son talent et ses moyens. Il est délégué général du mouvement et à ce titre, la délégation générale participera à la campagne électorale comme le secrétariat général et comme le pré-gouvernement. Simplement, j'ai pensé que cette campagne électorale serait différente des autres. Elle serait moins technique et plus affective, plus sentimentale, puisque j'estime qu'il s'agit de l'avenir de la France et que la France est menacée de mort par le basculement dans l'Europe fédérale. Et je pense que M. Martinez, qui est le plus doué, il faut dire, le plus connu de nos députés européens, et aussi le plus lyrique, disons-le, était le mieux placé pour imaginer une campagne électorale de contact direct avec la population française, avec le peuple français. Et pourtant, Monsieur Le Pen, il va falloir faire une campagne à propos du traité d'Amsterdam sur des problèmes très techniques, très précis, sur l'entrée de l'euro. Est-ce qu'il ne fallait pas rassembler toutes les forces? Alors, en plus, d'une certaine manière, Monsieur Maigret, lui, souhaite qu'il y ait des alliances avec les partis de droite. Alors, comment on peut arriver au pouvoir, comme vous le souhaitez, sans faire alliance? Oui, ce n'est pas actuellement le problème. Le problème, c'est celui de la campagne européenne. Et pendant la campagne européenne, nous n'allons pas faire de discussions techniques, puisque, quelle qu'en soit la forme, l'Europe fédérale de Maastricht signifie la condamnation à mort de la France, la condamnation à mort des libertés françaises, de la prospérité française. Pourquoi, Monsieur Le Pen? Pourquoi est-ce que ça signifie la condamnation à mort? Est-ce que vous pourriez me donner un détail précis, par exemple? Parce que ce n'est plus la France qui décidera de ses lois, ça n'est plus le gouvernement français qui décidera de la ligne politique de la France, mais ce seront les institutions européennes. D'ores et déjà, 60% des lois qui sont imposées en France le sont par Bruxelles et non par Paris. Mais quand un certain nombre de Français se sont rebiffés contre cela. Mais Monsieur Le Pen, quand on voit la mondialisation des économies, les échanges des jeunes, de tous les gens qui voyagent énormément, est-ce qu'au fond l'espace européen et le fait qu'on se regroupe ne nous donne pas plus de force quand on voit les grandes bagarres internationales? Écoutez, tout le monde peut se rendre compte que plus d'Europe, c'est à la fois plus de chômage, plus d'immigration, plus d'insécurité et plus d'impôts. Depuis plusieurs années, cette démonstration est faite. Et quand vous me parlez du mondialisme, eh bien tout à fait précisément, on en voit aujourd'hui, par l'effondrement des bourses, les dramatiques conséquences. Mais peut-être que l'euro permettrait de résister mieux, non? Je ne crois pas du tout. Je crois que le phénomène mondial est un phénomène de récession qui est en train de s'enclencher. S'il y avait eu des protections, s'il y avait eu des compartimentages, comme il en existait, eh bien nous aurions pu résister, amodier notre résistance à ce phénomène de ruineux. Malheureusement, on a fait sauter tous les barrages et actuellement, ce qui se passe en Asie ou en Russie ou en Amérique du Sud risque de balayer les économies occidentales et en particulier européennes. Je ne crois pas du tout que l'Europe fédérale soit de nature à empêcher cela. En revanche, on aura détruit les réflexes nationaux, les réflexes patriotiques, le sentiment de la solidarité des Français les uns avec les autres, et je crois que cela risque d'être une catastrophe. Et nous voudrions, nous, en faire prendre conscience aux Français pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie, Monsieur Le Pen. Je rappelle donc que vous avez lancé votre campagne pour les élections européennes. Le président du Conseil général de l'Oise, ancien secrétaire général du RPR, M. Jean-François Mancel, a été mis en examen pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. Cette mise en examen porte sur une affaire de commission sur des emprunts effectués entre 86 et 90. Explication Michel Fine.
Michel Pacary avait trouvé le bon filon. Il prêtait de l'argent aux collectivités locales et prenait en retour de confortables commissions. Elles étaient reversées, dit-il aujourd'hui, au RPR. Michel Pacary travaillait notamment pour le Conseil général de l'Oise, mais en 1996, son président Jean-François Moncel, également secrétaire général du RPR, ne s'en souvenait pas. Ça fait combien de temps que vous connaissiez M. Pacary? Je ne connais absolument pas M. Pacary. Comment ça se fait que vous ayez eu recours à ces services? Je ne le connais pas et d'autre part, je ne vous répondrai pas. La Chambre régionale des comptes a pourtant retrouvé quelques traces d'une collaboration. De 1986 à 1990, la société de Michel Pacary a encaissé 3 300 000 francs de commissions jugées irrégulières. Les autorités du département, juge la Chambre, n'ignoraient rien du caractère fictif de cette rémunération. La juge Edith Boisette, qui instruit le dossier, vient de mettre en examen Jean-François Moncel pour détournement de fonds publics, recel d'abus de biens sociaux. C'est la deuxième fois que l'ancien secrétaire général du RPR a ainsi affaire à la justice. En mai dernier, après 2 jours de garde à vue, il était mis en examen dans un autre dossier concernant le marché de la communication du Conseil général de l'Oise. Hier soir, peu avant minuit, après plus de 5 heures de délibéré, les jurés de la Cour d'assises de Paris ont rendu leur verdict. Ils ont condamné Florence Ray à 20 ans de prison. L'avocat général avait réclamé 30 ans. La plaidoirie des avocats, notamment celle de Maître Leclerc, a été en grande partie entendue. Alors Dominique Verdeillan, vous avez suivi tout le procès, 2 semaines d'audience. Quelle est l'impression générale entre le début, l'apparition de Florence Ray, et puis la fin, le verdict? Rappelez-vous, Claude Sérillon, un simple cliché pris le soir des faits a fait naître le mythe Florence Ray, celui de la tueuse née, de la révoltée, de la passionnariat. Les enquêteurs des hommes politiques aussi ont entretenu l'image de la dangereuse terroriste. Tout était résumé dans ce regard dur, déterminé, provocateur. Alors qu'auditionné, on se préparait à entendre dans le box un discours idéologique, une revendication politique, un engagement qui aille plus loin qu'un banal mort aux flics griffonné sur un ticket de métro. On attendait un slogan révolutionnaire, on n'a vu qu'un mur de silence, une jeune fille désemparée, en détresse, en perdition, en mal d'affection, en mal d'amour, une gamine sans repère. Alors c'est vrai, Florence Ray n'a pas trouvé les mots pour convaincre. Pourtant, le message est passé, d'où ce verdict. Et l'on pense avec effroi que depuis 4 ans, on s'apprêtait à juger une photo. Alors, maintenant, il faut parler de l'application de la peine. Ça a été l'un des éléments dans la plaidoirie d'Henri Leclerc. Il faut rappeler que la libération conditionnelle est une faveur et non un droit. Tuer un enfant, tuer un policier, cela rend les jurés répressifs et l'administration pénitentiaire scrupuleuse. Lucien Léger, celui qu'on appelait l'étrangleur numéro 1, est en prison depuis 37 ans pour le meurtre du petit Luc Taron. Patrick Henry, l'assassin de Philippe Bertrand, est incarcéré depuis plus de 24 ans. Tous deux sont pourtant libérables. Mais leur dangerosité, le trouble à l'ordre public sont un frein à leur sortie. Alors avec Florence Ray, c'est un crime d'une autre nature, mais là encore, il y aura des blocages des pouvoirs publics. Depuis cette nuit, Florence Ray sait qu'elle ne pourra pas être libérée avant l'an 2009. Elle aura 34 ans et aura passé un peu moins de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Merci Dominique. En Corse, à Bastia, M. Pierre, qui avait été interpellé hier après la perquisition de sa maison, le président de Aconculta, mouvement indépendantiste, est sorti du commissariat de Bastia, vous le voyez en ce moment même. Il serait transféré à Paris en compagnie de son fils, de sa compagne, de plusieurs militants d'Aconculta. Il a été entendu dans le cadre d'un meurtre commis au mois d'août dernier en Haute-Corse. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a donné droit aux avocats du magistrat de Toulon, M. Albert Lévy, qui avait été mis en examen pour violation du secret de l'instruction. Le contrôle judiciaire de M. Lévy, que vous venez de voir, est allégé de 2 dispositions. M. Lévy pourra continuer à se rendre au palais de justice de Toulon et ne sera pas soumis à des soins psychiatriques. L'Association européenne contre les leucodystrophies mène une campagne nationale sur le thème « Mets tes baskets et bats la maladie ». La leucodystrophie est une maladie d'origine génétique, mais c'est aussi une de ces maladies rares pour lesquelles la recherche dispose de peu d'argent et de peu de moyens. La leucodystrophie touche surtout des enfants et souvent les parents des malades se sentent très isolés. La campagne d'information traverse en ce moment la France. Elle s'est arrêtée aujourd'hui à Paris, place du Trocadéro. Avec elle, c'est l'occasion d'écouter le témoignage d'une famille. Reportage Françoise Vallée, Hervé Pozzo. Tu vas refermer ton camion alors? Des crêpes? Laisse-moi le refermer pendant que tu manges. Benjamin a 9 ans. À sa naissance, des petits signes inquiètent les médecins. Il dodeline de la tête, ne réagit pas à la lumière.
Quelques mois plus tard, le diagnostic tombe. Benjamin est atteint d'une maladie génétique rare appelée leukodystrophie. C'est une maladie qui affecte le système nerveux central, qui est progressive, dégénérative et qui se traduit par des pertes sensorielles importantes, un handicap très lourd et qui pour l'instant n'a pas de traitement. Pourtant, ses sœurs ne sont pas atteintes par la maladie. Sa maman est américaine et Benjamin comprend parfaitement les deux langues. Mais lui ne peut pas parler. Non. Alors, en l'absence de traitement, il y a la rééducation. Chaque jour, dans cette école spécialisée, Benjamin apprend à s'exprimer. Grâce à des messages enregistrés, il communique avec le reste de la classe. Ceci dit, Benjamin est très doué pour nous dire qu'il en a assez ou qu'il est fatigué. Il n'a pas besoin de sa synthèse vocale pour ça. Il est très, très expressif au niveau du visage. Antoine a un peu plus de chance. Il a 14 ans et vit normalement, mais lui aussi est menacé par la maladie. Il est porteur de ce gène qui détruit la myéline, l'enveloppe des nerfs nécessaire au fonctionnement du système nerveux. Si ça s'aggrave, je pourrais me retrouver comme Benjamin ou comme d'autres enfants un jour. Est-ce que ça te fait peur, ça? Plutôt, oui, plutôt. Pour Antoine et tous les autres, les chercheurs ont bon espoir de stopper la maladie. Avec des parrains sportifs, plus de 85 000 jeunes vont courir dans toutes les villes de France afin de financer la recherche. Voilà, je vous donne l'adresse de l'association contre les leukodystrophies, c'est boîte postale 267, Nancy 54 005 CEDEX. Si vous voulez avoir cette adresse, vous pourrez toujours nous écrire ou utiliser l'adresse internet de France 2. Interruption de la vaccination contre l'hépatite B dans les collèges. Cette vaccination continuera d'être recommandée pour les nourrissons et les populations adultes à risque. Cette interruption est due à des inquiétudes quant aux conséquences de ce vaccin. Des études supplémentaires sont en cours. Les recherches sur l'embryon devraient pouvoir être menées en France. La loi sur la bioéthique sera modifiée l'an prochain et l'Académie de médecine, l'Ordre des médecins et le Comité national d'éthique viennent de faire savoir qu'ils sont favorables à ces recherches. Elles permettraient un progrès en matière de procréation médicalement assistée. Explication avec le reportage à la maternité de Port-Royal à Paris de Jean-Daniel Flézaquier et François Granier. Dans ce conteneur, quelques centaines d'embryons fragiles conservés à moins 196 degrés. La moitié d'entre eux sera implantée dans l'utérus de femmes qui désirent être mères. Un tiers sera conservé pour des tentatives ultérieures en cas d'échec, mais 15% seront détruits parce qu'ils sont anormaux. Pour les spécialistes, cette destruction est un terrible gâchis, car ils ne peuvent pas savoir pourquoi ces embryons sont défectueux. La loi sur la bioéthique leur interdit toute recherche de ce type. Puisqu'on ne peut pas étudier, on continue à ignorer beaucoup de choses, et donc on ne peut pas améliorer les traitements de la stérilité. Et il y a certaines anomalies du développement qu'on est incapable de comprendre. En 1999, la loi reviendra devant le Parlement. L'Académie de médecine et le Comité national d'éthique souhaitent qu'elle soit modifiée pour permettre aux scientifiques d'étudier l'embryon. On fait de la recherche pour le bien de la médecine, pour soigner les gens à tous les âges de la vie. On fait de la recherche sur les bébés, on fait de la recherche sur les enfants, on fait de la recherche afin de trouver les thérapeutiques appropriées. Pour quelle raison, quand bien même l'embryon serait humain, et il est humain, serait-il le seul âge de la vie humaine où on devrait ne pas faire de recherche? Strictement encadrées, ces recherches permettront d'aider de nombreux couples infertiles. Elles permettront aussi de comprendre l'origine de certaines malformations en étudiant les premières phases du développement de l'être humain. À New York, au siège des Nations Unies, le Conseil de sécurité publiera sans doute d'ici ce soir un simple communiqué à propos du Kosovo. Les États-Unis exigent un retrait immédiat des forces serbes du Kosovo, sinon ils les menacent d'une action militaire, mais les autorités russes ont réaffirmé leur opposition au recours à la force. Les Serbes affirment qu'ils enquêtent actuellement sur le massacre de civils albanais dans le centre du Kosovo. Depuis le mois de janvier, il y aurait eu près de 1500 civils albanais tués. Depuis hier, à Paris, le Premier ministre marocain, M. Abderrahmane Youssouffi, est en visite officielle en France. M. Youssouffi est chef du gouvernement marocain depuis un peu plus de 6 mois. Il rencontrait le président Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin aujourd'hui. Avant d'interroger M. Youssouffi, notre invité, voici dressé par Bernard Lebrun et Jean-François Renou le portrait de celui que l'on nomme le socialiste d'Hassan II, longtemps militant des droits de l'homme, opposant au régime, aujourd'hui symbole des progrès démocratiques du Maroc. Retour à la maison natale. Youssouffi le Tangérois n'a rien oublié de ses origines modestes et quand il revient dans son quartier, les voisins saluent tout autant l'actuel Premier ministre que le fils du Moradem d'autrefois.
Le père d'Abderrahmane Yousoufi était avant-guerre le chef du quartier et son juge de paix. Comme je suis resté le dernier de la famille maintenant, ça m'émeut beaucoup. Au numéro 1 de la rue de Chypre est né en 1924 le Premier ministre, dont l'émotion n'entame en rien la jovialité. Vieux militant de gauche, il fut aussi un avocat engagé, comme ici en 1957. C'est lui qui défendra son ami Ahmed Ben Bella, futur président algérien. En 1966, il est à Paris l'un des témoins majeurs dans le procès des ravisseurs de Mehdi Ben Barka, son ami et maître à penser en politique. Une démarche qui au Maroc le condamne à l'exil. Installé à Cannes, l'avocat reprend ses études. Et il a vraiment joué le jeu de l'étudiant. Il a d'ailleurs été adoré par ses condisciples à l'époque, qui appréciaient que ce personnage, qui avait quand même un nom déjà très connu sur le plan politique, se comporte comme ils se comportaient eux-mêmes, en dépit de la différence d'âge. Un étudiant de 46 ans, déjà bâtonnier du barreau de Tanger, et auteur de cette thèse toujours inédite. 1980, une grâce royale lui permet de retrouver sa mère, son pays et sa maison. Tout de suite, il reprend sa place au sein du Parti socialiste marocain, ou plutôt l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires, qu'il mène à la victoire aux dernières élections sans avoir de majorité parlementaire. Le 4 février, le Maroc découvre l'alternance. Après 39 années d'opposition, une condamnation à mort et 15 ans d'exil, le roi Hassan II nomme Premier ministre Abderrahmane Yousoufi. C'est une décision royale. L'alternance, elle est déterminée sur le plan juridique, droit constitutionnel, on sait ce que c'est. Elle sort des urnes. Cette alternance ne sort pas des urnes. Après 7 mois au pouvoir, l'état de grâce semble déjà terminé pour M. Yousoufi. Il dit la chose suivante. Il dit nous n'avons pas d'argent pour faire le changement. Ok, nous sommes tout à fait d'accord. Et il dit les choses qui ne demandent pas d'argent sont les plus difficiles. Alors qu'est-ce qui reste pour le pauvre citoyen? Revenir à Tanger sans protocole pour parcourir les quartiers pauvres, jamais on n'avait vu cela d'un Premier ministre. Le changement de style est notable, mais il ne suffira pas pour que le Maroc entre dans l'ère du changement. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors il ne suffira pas, comme le dit Bernard Lebrun, et le Figaro titrait hier « Paris doit nous aider » en reprenant votre formule. Vous êtes venu effectivement demander une aide financière concrète à la France? Je suis venu d'abord dans le cadre de la réunion annuelle entre les deux gouvernements. Il rentre dans le programme de cette visite de discuter de la situation au Maroc et je m'applique à expliquer à mes partenaires la tâche difficile que nous avons à réaliser, la particularité de cette expérience d'alternance qui a suscité beaucoup d'espoir, aussi bien chez le peuple marocain que dans les pays de la région, et qui a été, je crois, singulièrement remarqué par nos amis européens. En clair, vous leur dites aux Français, si vous voulez que cette expérience qui fait avancer la démocratie marche, il faut que vous régliez le problème de la dette, c'est-à-dire que vous apuriez totalement la dette ou pas. C'est un peu ça le langage que vous êtes tenu à M. Chirac ou à M. Jospin? C'est un langage moins direct que je pense bien, vous le faites, mais je explique que nous avons besoin d'utiliser nos ressources nationales, dont une grande partie est prélevée par nos créanciers. Et par conséquent, il est juste de nous permettre de nous développer par nos propres moyens. Ils vous ont donné une réponse. Vous pourriez ce soir nous dire si effectivement ça a avancé sur ce dossier? Nous sommes seulement à la mi-temps. Il reste encore toute une journée de travail, de négociation et d'échange demain. Nous verrons. Mais c'est plus facile pour vous, socialistes, discutant avec M. Jospin. Vous êtes un petit peu dans l'ère générale de l'Europe social-démocrate, du coup, non? C'est vrai, c'est plus facile. Mais c'est aussi plus facile avec M. le Président Jacques Chirac, qui est un ami du Maroc, je dirais même inconditionnel. Et nous avons la chance d'avoir en France aujourd'hui toute l'équipe des gouvernants ayant des sentiments d'amitié pour notre pays. Alors on attend de vous beaucoup et on vous reproche une certaine prudence. On trouve que vous n'avancez pas assez vite en matière économique, en matière sociale, en matière de liberté. Comme si vous étiez un peu coincé, pris entre votre ministre de l'Intérieur et le roi. Ça, c'est une appréciation de certains observateurs. Je n'ai pas la même impression. Nous travaillons avec un rythme soutenu
Nous avons seulement derrière nous 6 mois. Nous avons traduit notre déclaration gouvernementale en un programme à court terme que nous allons mettre en exécution dès ce mois-ci. Les effets visibles de notre action ne le seront que d'ici quelques mois, peut-être même plus. En tous les cas, nous sommes conscients que nous faisons du bon travail et les spécialistes le savent. Est-ce que la gauche que vous représentez, la gauche marocaine, était prête à gouverner? Est-ce que ce n'est pas un peu par hasard, même avec une certaine surprise, que vous êtes retrouvé Premier ministre? La gauche s'est préparée par une longue bataille, une longue action. Nous n'étions pas, comme beaucoup de partis, pressés d'avoir des Marocains. Nous avons passé des décades à faire de l'action politique, à former des militants, à former des cadres. Et quand l'heure est venue, nous trouvons un des partis qui sont les mieux préparés pour diriger le pays. On annonce dans les prochaines 24 heures que le roi Hassan II pourrait amnistier un certain nombre de prisonniers politiques. Il y a en France le cas de M. Serfati, il y a le fils de M. Ben Barka qui vous a interpellé. Est-ce que sur ces deux cas et sur l'ensemble de la situation des prisonniers politiques, ce soir, vous pouvez finalement dire que le Maroc s'engage dans une nouvelle période? Nous nous sommes engagés dans la déclaration gouvernementale de régler tous les dossiers en suspens. Nous avons commencé. Une des premières choses que nous avons faites, c'est que nous avons inspiré une grâce royale qui a intéressé tous les détenus et les poursuivis durant les dernières élections. Le procès, ou bien le cas de M. Serfati, qui était devant la justice depuis quelques années. Et qui ne peut pas rentrer au Maroc pour l'instant? Pour l'instant, mais ce cas est maintenant d'actualité. Il a été déjà l'objet d'un premier arrêt de la Cour. Il sera peut-être l'objet d'une autre décision judiciaire et peut-être d'une décision politique qui doit être préparée. Pardon, je vais utiliser un slogan qu'on a connu en 80. Il y a un côté force tranquille chez vous, l'impression que vous vous dites « je vais faire à ma mesure, tranquillement, je ferai avancer mon pays ». Je crois qu'il n'est pas mauvais d'être sage. Je vous remercie, M. Youssoufi, d'avoir été notre invité. La suite des enquêtes judiciaires dans le milieu cycliste, le directeur sportif de l'équipe La Française des Jeux, Marc Madiot, est toujours dans les locaux du SRPJ de Lille. Il est entendu dans le cadre de l'affaire du dopage des coureurs Festina. Reportage de Philippe Visserias. Marc Madiot est arrivé le plus discrètement possible dans les locaux de la PJ lilloise. Entendu par les enquêteurs depuis le début de la matinée, il pourrait être placé en garde à vue. Ce n'est pas la première fois que les policiers s'intéressent à lui. Le 29 juillet dernier, en plein Tour de France, les enquêteurs avaient déjà perquisitionné les camions de la Française des Jeux. L'objectif, toujours le même, rechercher des produits dopants. À l'époque, Marc Madiot, directeur sportif de la Française des Jeux, clamait son innocence. J'ai pas envie de m'occuper de coureurs pour finir en prison, je vous le dis tout de suite. J'ai une famille, j'ai des parents, ils n'ont pas du tout envie de voir que leur fils est en prison. Je pense pas avoir ni volé, ni tué, ni violé, ni dopé qui que ce soit. Depuis, plusieurs coureurs de la Française des Jeux ont été interrogés par les enquêteurs, et notamment Emmanuel Magnien, un ancien de chez Festina. D'après le parquet de Lille, Emmanuel Magnien aurait donné des détails concernant les pratiques de dopage au sein de la Française des Jeux. Et il aurait mis en cause Jeff Dont, le soigneur de l'équipe. Le 18 septembre dernier, Jeff Dont a été mis en examen pour administration, incitation à l'usage et à l'emploi de substances ou de procédés dopants. Incarcéré pendant 11 jours, il a été libéré avant-hier. Damien, reste calme, reste calme. Avec Marc Madiot, c'est une nouvelle figure du cyclisme qui est dans le collimateur de la justice. Ancien coureur, double vainqueur de Paris-Roubaix, Marc Madiot est l'un des meilleurs directeurs sportifs français. Pour l'instant, aucun parallèle n'est établi avec l'affaire Festina. Ici, pas de soigneurs interpellés avec des produits dopants, pas d'aveu de dopage organisé, mais des déclarations de coureurs qui jettent le trouble. C'est pour s'expliquer que Marc Madiot est entendu aujourd'hui. Dernière page de ce journal et en beauté avec une visite à l'exposition Gustave Moreau, Galerie nationale du Grand Palais. On l'appelait un ouvrier rassembleur de rêves. L'exposition se tiendra jusqu'au 4 janvier avec des conférences au musée d'Orsay. Évocation avec Frédéric Bonnet. On caresse les œuvres, on les cajole. Cette volonté des musées nationaux est respectée méticuleusement, même si les toiles de Gustave Moreau, mort il y a tout juste un siècle, sont parfaitement conservées.
On a besoin de savoir, de connaître un petit peu son histoire pour l'aborder parce qu'il est trop complexe. Son histoire est celle d'un homme qui peint sa colère et prend son siècle à rebours. Pour défendre le symbolisme, Moreau prend la mythologie comme support. Avec Édipe et le Sphinx, il devient même un précurseur de la psychanalyse. Il préfigure par cette interprétation des mythes ce que Freud va entrevoir en expliquant ensuite le fonctionnement de l'esprit humain et notamment de l'esprit malade. Dans son atelier, son imagination est débordante. Moreau peint ou dessine au total près de 10 000 œuvres. Pour ce faire, il reprend à son compte une technique révolutionnaire. Il peint ses modèles impudiques d'après une photo. Lui, ce timide qui n'a toujours vécu qu'avec sa mère. À la fin de sa vie, il accepte d'enseigner aux Beaux-Arts. Le prof Gustave Moreau peut ainsi éclairer de jeunes élèves prometteurs comme Henri Matisse, Albert Marquet ou Georges Rouault. Moreau souhaitait leur transmettre avant tout le goût de la peinture, mais pour bien des générations, le maître du symbolisme est d'abord un maître à penser. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle l'une des informations développées dans cette édition. Monsieur Monory ne sera pas le futur président du Sénat. Il se retire après un premier tour où il a été défait par Monsieur Poncelet, qui arrive devant lui. On cherche, paraît-il, un troisième homme pour assurer la présidence du Sénat. Et puis je viens d'apprendre le décès de la chanteuse québécoise Pauline Julien, qui fut l'interprète notamment de Léo Ferré. Juste après ce journal, la météo avec Sophie Davant, puis un point route avec Valérie Maurice, suivi d'envoyé spécial avec une enquête parmi les enfants de la dalle, ceux du centre commercial d'Evry dans l'Essonne. Juste après la meilleure façon de marcher, le dernier journal avec Florence Duprat à 0h25. Demain à 7h50, Nicole Notade dans les 4 vérités avec Françoise Laborde. Et à 20h, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.